sous l'eau, pourfendu par une lance divine. Il tient dans ses bras le corps de son frère d'armes. Ross est face à l'image la plus effroyable qu'il ait pu connaître de toute sa vie. Nez à nez avec une créature démoniaque qui s'extirpe du corps d'un frêle kobold. Le monstre se débat pour sortir, et lentement son regard rougeoyant se tourne vers lui. L'archer sent sa conscience l'abandonner. Son âme est happée par les profondeurs. Et soudain, pourfendant le ciel, un éclair blanc et intense le percute, lui et le démon. Sans oxygène, grièvement blessé, et au contact de l'énergie abyssale qui rayonne du monstre, la foudre lui fait lâcher prise et le protège. Il lâche le corps de Cala Cocara qui continue de convulser à mesure que le démon s'extirpe. Ross s'évanouit et disparaît dans les profondeurs, tandis que l'ombre du démon s'élève à la surface. Shinsu, ou plutôt la dévoreuse, a senti l'apparition. L'épée tremble tellement que le guerrier peine à la tenir. Ils ne sont pas les seuls à avoir ressenti l'arrivée de l'entité. La pure a rappelé sa lance. Le pur, lui, a rappelé ses hommes. Ilyes se rapproche de Shinsu, alors qu'elle a du mal à contenir la puissance que déverse Céleste. Certains artefacts sont réputés pour parler à leurs propriétaires. Ils communiquent avec eux mentalement, et pour les plus puissants, ils sont capables d'être entendus par tous. C'est une chose peu connue, et ceux qui possèdent des artefacts peuvent dire qu'il s'agit plus d'un pressentiment qu'une réelle conversation avec leur arme. Mais à cet instant précis, Shinsu Tensei est certain d'avoir entendu la dévoreuse. Lâche-moi. Tandis que Céleste a murmuré à Ilyes Ravanor. Fuyez. Le ciel est devenu noir de nuages chargés d'une foudre violacée. L'atmosphère s'est changée sur des kilomètres. Ce n'est pas n'importe quel démon qui est capable de faire cela. Cala Cocara avait en lui quelque chose de terriblement puissant. Et les deux Albioniens, les âmes pures, le ressentent. Ils ignorent les Midgardiens et hurlent des ordres à leurs hommes tout en chantant des cantiques. Ceux à l'intérieur du trou avec Ular et Raylork arrêtent leurs attaques et se précipitent pour remonter comme ils peuvent sur le pont. Raylork est à bout de souffle, Ular le maintient debout. Le terrifiant démon surplombe le galion. Ses proportions sont humaines, bien qu'il ne soit fait que d'ombre, et que son sourire féroce soit démesuré. Shinsu comprend ce que représente ce monstre. Cala est mort. Le démon tend une main griffue vers le guerrier, toujours figé de stupeur. Il résiste un instant, alors que la dévoreuse quitte ses mains. Pris par surprise et à bout de force, il la lâche. Avec ses longues griffes, le démon attrape l'arme maudite, puis il la lève vers l'orage ténébreux. Et la dévoreuse change. Elle se transforme, elle mute, devenant une arme improbable, le mélange d'une hache et d'une épée, avec des proportions irrationnelles. Elle purule d'énergie et des runes se dessinent sur les lames. Sa garde s'élargit et des pointes osseuses apparaissent. Shinsu, médusé, n'arrive pas à quitter du regard le monstre et son arme. Un instant, bref mais terrifiant, il regarde la créature et reconnaît sa présence. Le dieu démon pose son regard sur lui. Ses yeux percent l'âme de Shinsu. Son lien avec la dévoreuse le rend encore plus sensible. Il est figé, et il peut sentir que le monstre l'inonde d'un songe terrible. Shinsu perd la raison. Mais au moment où sa psyché allait céder, un corps robuste et métallique le percute, et il tombe dans le trou au milieu du bateau. La dernière sensation qu'il a avant de passer inconscient sera une révélation terrible. Le monstre qui est apparu est le véritable maître de la dévoreuse. Ilyes s'écrase dans le trou avec Shinsu. « Ular, Raylork, à moi, vite !» Complètement dépassés par les événements et ne comprenant rien à ce qui se passe, les deux amis s'exécutent. Ilyes prend des planches ici et là et essaye de les enterrer en dessous. Au même moment, des hurlements guerriers se font entendre là-haut. Et une explosion fait chavirer le bateau. Un coup d'épée et un flash de lumière aveuglant. Puis un hurlement tonitruant, suivi d'une autre explosion. Enfer et paradis s'affrontent au-dessus de leur tête. Comme des enfants apeurés, ils se retrouvent dans une accolade maladroite sous les débris. Ils sentent les impacts de l'affrontement au-dessus, et le souffle immonde de la magie des abysses arrive jusqu'à eux.
Pendant plusieurs interminables minutes, ils restent crispés en silence. Ullard fredonne une musique à voix basse. Il essaye de les enfermer dans un son apaisant. Raylork a enveloppé le groupe dans ses bras et il est en train de créer une protection magique avec les pouvoirs liés à sa tribu. Shinsu est inconscient, mais il est victime de tressaillements à mesure que le combat fait rage. Ilyes est la seule à regarder au-dessus, attentive, prête à charger à la moindre apparition du démon. Et en même temps, elle prie pour que Ross arrive jusqu'à eux. Mais en dehors des flashs et des explosions, elle ne verra rien d'autre. Puis, sans savoir quand ni comment, calme est revenu. Et le ciel au-dessus d'eux se dégage aussi rapidement qu'il s'était assombri. Et notre petit groupe reste un long moment interdit. Ils attendent, ils n'entendent plus rien. Mais c'est normal, leurs oreilles bourdonnent encore. Shinsu reprend lentement conscience. Il est extrêmement pâle, plus blanc que bleu. Et il commence à ramper et à se redresser. Shinsu, attendez. Shinsu regarde Ilyes, puis continue sa progression. Le reste du groupe avance à ses côtés. Ullard sur ses gardes avec ses boucliers. Raylork lui fait une invocation et reprend ses deux épées. Ilyes les rattrape et finit par passer devant. Il se dirigeait vers l'escalier pour remonter sur le pont, mais ce dernier a été entièrement détruit. Le galion est ravagé. Et il coule, doucement. De nombreux trous ont été creusés par ce combat de titans. Il n'y a plus âme qui vive sur cette épave. Shinsu arrive à remonter en s'aidant des débris. Ilyes est tiré par Raylork et Ullard se débrouille de son côté. Sur le pont, rien. Pas un corps. Juste le reste d'incroyables impacts qui ont calciné et transpercé le bateau. Shinsu se dirige en ligne droite, sans même regarder autour de lui. Puis il tombe à genoux. Le reste du groupe le rejoint. Devant lui, la dévoreuse. Elle a été brisée en plusieurs morceaux. Raylork compatit et pose une main sur son épaule. Ullard et Ilyes regardent autour d'eux. La flèche arrive à leur niveau. Un peu plus loin, il peut voir le voilier d'Albion s'éloigner. Il ne voit pas les deux purs à l'intérieur, mais il y a beaucoup d'agitation sur le pont. Un autre bateau de Midgard s'approche de leur position. C'est celui de Péridote. La grande bataille touche à sa fin, et les rares navires encore capables de fuir sont déjà loin. En se dirigeant vers la queue du navire, Ullard découvre Rook, enseveli sous des débris. Il court jusqu'à lui. Par miracle, il n'était pas dans la zone des combats. Rook ne semble pas grièvement blessé, mais il est cependant inconscient. Ce loup était l'animal totem de Kalakokara. Ullard le sait, et il sait aussi que Rook dans cet état ne veut dire qu'une chose. Kalakokara est mort. Derrière lui, Ilyes appelle. Ross! Ross! D'un naturel discret et débrouillard, Ilyes ne s'était pas inquiété pour Ross. Raylork se met à l'appeler lui aussi. Puis Ullard. Shinsu, lui, reste devant les morceaux de la dévoreuse. L'équipage de la flèche les rejoint. Lonok, le gros viking percé de toutes parts, intervient. Il est avec nous. Thorir et son poisson l'ont retrouvé sous l'eau. Et il a aussi récupéré le corps de votre soigneur. Il saute adroitement des cordages de la flèche pour finir sur le galion. C'est pas beau à voir. Je suis désolé. Les pierres étoilées embarquent dans la flèche. Au même moment, Péridote aborde le galion sans prêter attention à eux. Les combattants de cette guilde prestigieuse semblent ne pas avoir apprécié se faire distancer aussi largement pendant la bataille. Odini est en bas et il les accueille, tremblant et larmoyant. C'était l'apocalypse. C'était terrible. Je suis désolé. J'ai tout vu. C'était... Ah, pauvre petit, c'est... Odini est coupé par la capitaine Kanerkirm. C'était quoi cette ombre? C'était quoi ce bordel? Shinsu reste silencieux. Il a réussi à reprendre les morceaux de son épée et il les fixe, les yeux baissés. Raylork se mord les lèvres. Ilyes est déjà agenouillé à côté de Ross. Ullard s'avance vers la capitaine et le reste de son équipage qui se regroupe à son niveau. Un démon. Kala ne nous l'avait pas dit, mais nous nous en doutions. Quel genre de démon? J'en connais peu capables de faire ça. Des regards se tournent vers le Léviathan,
le paquebot est arrivé dans la bataille et il a fait déferler ses 635 canons sur les pauvres embarcations ennemies. Les sons épiques et tonitruants du combat sur le galion ont couvert la déferlante du Léviathan, mais Raylork peut voir les dégâts incommensurables que la nouvelle arme de Midgard a pu faire sur les navires à leur niveau. Ular Valoem, lui, s'intrigue des regards répétés en direction du Léviathan. Mes connaissances en la matière sont très limitées, je dois l'avouer. Il parlait. Comment ça? Le démon. Il parlait. J'ai entendu des murmures, oui, et... Raylork rejoint la discussion. Capitaine Kanerkim, qui a gagné là-haut? Et pourquoi autant d'inquiétude? C'est terminé, non? Lonok s'approche de Raylork. On n'a pas pu voir grand-chose, nous non plus. C'était juste des éclats de ténèbres et des explosions de lumière. D'un regard sévère, la capitaine coupe Lonok. L'ombre. Une traînée est partie à la fin de l'affrontement. Une fine traînée est partie en direction du Léviathan. À ces mots, Shinsu sort soudain de sa torpeur. Tina, il faut retourner sur le Léviathan, tout de suite. Sans plus d'explications, l'équipage se prépare à faire partir la flèche. Ils seront les premiers arrivés. Les gens les acclament, c'est une ville flottante en fête qui les attend. La flèche rentre par l'arrière du paquebot, et une fois sous l'immense voûte, des confettis tombent sur le navire. À l'intérieur du Léviathan, le son des célébrations résonne. Tous les occupants sont sur les balcons et sur les terrasses des bars. Ils festoient. Quand ils arrivent, Shinsu a déjà disparu, et il fonce presque invisible, passant à travers la foule. Les gens ont à peine le temps de le remarquer qu'il s'est déjà volatilisé. Il arrive à la chambre de Kala, il enfonce presque la porte, et il tombe nez à nez avec sa sœur. Elle dort, Shinsu. Shinsu avait une dague en main, celle que la maison assassin lui avait offerte. Et il la pointe en direction d'un lugubre viking en harnois qui se tient au chevet du lit de Tina. Ce sont des amis à elle. Ils sont venus m'aider quand elle est tombée. Kim s'approche de Shinsu, et depuis l'extérieur de la chambre, un troll en pagne rentre avec une grande bassine d'eau. Il contourne Shinsu et la pose à côté du viking, qui fait un symbole dans l'eau avant d'éponger le crâne de la petite kobold avec. La femme et la fille de Ross rentrent dans la flèche. Ilyes leur fait une accolade dans les larmes. Il est tiré d'affaire, mais il va falloir du temps pour qu'il récupère. Il dort encore. Qu'est-ce que c'était? Un démon. Ross est peut-être affecté. Nous allons prendre toutes les précautions pour vérifier. Par les dieux. Tout va bien se passer, Ars. Je te le jure. L'adrénaline est retombée. Raylork est assis sur une caisse au niveau du pont de la flèche. Il entend une nouvelle vague d'acclamations alors que le navire de Ruby arrive à l'intérieur. Ses jambes tremblent. Il ne le comprendra pas tout de suite, mais il est traumatisé par les événements. Par ce qui s'est passé, mais aussi par ce qu'il a accompli. La rage des berserks et la puissance des Elaxa l'ont poussé à tout détruire. Et à tuer. Jamais il n'avait cédé à cela. À ce plaisir. Il savait que ce voyage allait le changer à jamais. Mais pas aussi vite. Et leur groupe est... Kala est mort. Ular le rejoint. Pour une fois, il reste silencieux. On aurait pu faire quelque chose pour Kala. Peut-être. Peut-être, oui. C'est Ular qui est pensif maintenant. Raylork se rend compte de son erreur. Ular comme Ilyes sont en charge de la protection du groupe. Malgré les apparences et les grands sourires, Ular Valoem est très affecté, et il se sent coupable. Raylork peut le voir. Le troll s'apprête à rajouter quelques mots bienveillants, mais il est coupé par l'arrivée en trombe des élèves d'Ular Valoem. Ralour le nain et Yaka le petit kobold sont surexcités, et le débit de parole est assommant. Puis c'est le maître du tonneau, Keroro Kerm, le coach de Raylork. Oh bordel! Oh j'ai eu si peur! Malgré sa morosité, Raylork ne peut s'empêcher un sourire alors qu'il le serre dans ses bras. Et une chaleur remplit son cœur alors qu'il aperçoit le visage de Kirik derrière lui. La trollesse peine à cacher son soulagement. Si je ne m'abuse, Granit vous a payé des chambres dans le Léviathan, non? La capitaine Kanerkim a rejoint les Pierres Étoilées et leurs compagnons. Il est vrai qu'ils ont investi le pont de son navire sans vergogne. 2 heures plus tard, le tableau fait peine à voir. Ilyes vient de quitter le chevet de Ross, laissant ainsi des membres d'améthyste et d'obsidienne l'ausculter. Elle se dit que si la guilde de la connaissance et la guilde des abysses ne peuvent pas le sortir de cette torpeur, personne ne le pourra dans ce bateau.
Elle tombe lourdement sur son siège et commence à retirer doucement son armure. Shen Yung, discret et serviable comme toujours, est en train de l'aider. Ular et Raylork arrivent et frappent à la porte. Il rentre sans attendre sa permission. Lavé, mais toujours épuisé, il se vautre sur le canapé, la mine déconfite. Ilyes se retourne silencieusement et les regarde. Ross est inconscient, touché par les abysses. Rook et Tina sont aussi mentalement atteints. Shinsu est inconsolable et semble très, voire trop attaché à la destruction de son arme. Ilyes dévisage les deux énergumènes en face d'elle. Ils sont encore bien loin de l'Atlantide. Ils ne sont même pas sur l'océan infini, et voilà que son groupe est déjà ravagé de moitié. Et pour couronner le tout, dans 1 mois, ils auront la mission de gérer la police du Léviathan. Nous avons 4 semaines pour remettre sur pied Ross, Tina, Rook et Shinsu. Ular et Raylork acquiescent gravement. Je présume qu'il va falloir repousser notre représentation. Shen Yung cache son visage exaspéré en rangeant les pièces d'armure d'Ilyes. Ouais, et je vais demander au coach s'il y a moyen de reculer la compétition. Trop choqué par les puériles priorités, le Frostalf s'emporte. Messire, navré d'intervenir, mais vous comprenez bien que la vie de Ross Yasankak, voire son âme, est en péril. Il en va de même pour la jeune Tina et pour le loup Rook. De plus, le rapport que nous avons sur Shinsu Tensei induit fortement une... Ilyes lève la main pour le stopper. Ils ne savent pas. En effet, ils ne savent rien. S'insurge Shen Yung. Mais avachis sur le canapé, Ular et Raylork n'en prennent pas ombrage. Ular, maintenant que Kala est mort, c'est vous, le soigneur du groupe. Ular déglutit. Je m'en doutais, évidemment, mais je ne serai jamais en mesure d'égaler Kalakokara. Et je ne peux rien faire pour les inconscients. Cela dépasse mes connaissances et ma magie. Ne vous inquiétez pas pour ça. Nous aurons de l'aide. En ce qui concerne Shinsu, je voudrais vous partager les rapports que l'on m'a donnés avant le départ. Il a trouvé son arme dans le Grand Nord, alors qu'il était captif des orques. Un chef pauverte, digne de Karn le Terrible, était en train de prendre le contrôle de plusieurs tribus. La dévoreuse était l'incarnation de son pouvoir. Et c'est pendant qu'il s'est libéré, aidé par des hommes de granit, que Shinsu a pu récupérer l'arme et qu'il a tué son porteur. Ular, lorsque vous avez défendu la frontière nord face à l'invasion des 5 races, c'était suite à l'un de ces grands regroupements. Shinsu, lui, pendant ce temps-là, est resté coincé de l'autre côté de la frontière. Et c'est durant les mois qu'il a passé avec son épée que son lien avec elle s'est fait de plus en plus fort. D'après les rapports, il aurait énormément changé physiquement et mentalement. Les membres de Granit qui étaient avec lui ont pu voir sa transformation, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils lui ont demandé de rejoindre la guilde. Mais pour être honnête, je ne pense pas qu'ils lui ont laissé vraiment le choix. Je crains que Shinsu ne tienne pas longtemps sans la dévoreuse. Il est devenu dépendant. J'ai déjà fait quérir un homme de la guilde des Obsidiens. Ilyes regarde Céleste posée à côté d'elle. Son lien avec son arme n'est pas comme le mien. Son épée est démoniaque. Elle l'a contaminé. Mais je sais ce que c'est que d'avoir un lien avec un artefact. Et je n'imagine même pas ce que je pourrais ressentir si Céleste venait à être... Même si on la reforge. Raylork coupe les terribles songes d'Ilyes. Je ne pense pas que ce soit suffisant. Et même si ça fonctionne, ça serait très dangereux. On parle d'une âme dans une arme qui... Il est déjà en train de commencer, tu le sais ça, hein? Quoi? Ilyes se lève avec difficulté, et le trio s'élance vers la forge du Léviathan. Shen Yung les regarde partir. Il est fatigué pour Ilyes. Il ne le sait pas encore, mais durant les mois à venir, ce groupe de fous ne cessera jamais de l'exaspérer.